Tu aimes quand je parle de sujets atypiques et complètement sexy, n'est-ce pas? Tu aimes quand je raconte comment je suis devenu architecte sur une erreur, ou alors quand je te parle de bambou, ou alors du projet de mes rêves. Tu aimes ça, n'est-ce pas? On fait ça là maintenant. Bon, ça tombe bien, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai parlé d'un sujet qui est chiant, bien chiant. Je vais te parler des contrats. Bah oui, c'est ça aussi Archibarlou, c'est parler des vraies choses. On peut rêver, etc. Mais à un moment donné, il faut parler des vraies choses. Dis-toi que tu peux perdre de l'argent sur un chantier, même sans que ça se passe mal, même sans malfaçon. Mais juste parce que tu as signé un contrat que tu n'as pas compris. Trop de gens sous-estiment les contrats, et notamment une petite clause là qui est comme ça à la fin, qui traite notamment des pénalités de retard. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout sur les pénalités de retard, ça n'aura plus aucun secret pour toi et tu vas pouvoir bien cerner ton projet et ton chantier. Enfin, fini les mots de tête. Bon, il y a toujours un peu de mots de tête, mais voilà, tu as compris l'idée. Maintenant que le cadre est posé, retournons à nos moutons. Quand on démarre un projet, quand on se lance dans un projet d'architecture, la première chose à laquelle on pense, les plans, les 3D, les visuels, les détails, on pense à tout sauf au contrat. Moi, vous me direz, je suis architecte, le contrat, vous me direz, c'est l'affaire des juristes, c'est l'affaire des avocats. Eh bien non, dans notre métier, il y a aussi cette dimension qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'aspect contractuel et juridique d'un projet. Encore une fois, dans l'intérêt de votre projet et donc du coup, dans votre intérêt. Et donc pour ça, il y a un document qui encadre tout, qui s'appelle le CCAP. Vous allez dire que ça allait être un peu chiant, hein. Ça veut dire cahier des clauses administratives et particulières. Donc un gros mot, tout ça juste pour vous dire que c'est le document contractuel qui définit les règles. C'est le document qui vous dit qui fait quoi, dans quel délai et surtout avec quelles conséquences si ça dérape. Parce que c'est bien ça qu'on veut éviter, c'est que ça dérape. Donc dites-vous que quand vous avez fait votre projet, le projet a été dessiné, vous avez reçu le permis de construire, vous avez reçu les plans, etc. Vous avez tout le dossier technique et graphique qui est prêt. Vous passez donc à la passation des marchés, c'est-à-dire que vous faites les appels d'offres pour choisir l'entreprise qui va donc construire votre projet. Vous êtes effectivement assisté par l'architecte, dont une partie des prestations consiste à vous aider à choisir l'entreprise. Encore une fois, c'est vous qui le choisissez. Nous, on est seulement là pour vous conseiller. On ne peut pas juger parti, donc il faut copier qu'on reste neutre pour pouvoir dire à l'entreprise c'est bien, c'est pas bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ferai une vidéo vraiment sur le démarrage du chantier qui est vraiment très importante, donc restez connectés. Quand vous arrivez donc à cette phase intermédiaire entre le choix des entreprises et le démarrage du chantier, il y a donc cette étape qui est donc la contractualisation. Et nous donc en tant qu'architecte, on est censé vous fournir à vous, qui êtes donc client, tout un dossier technique et administratif qui est constitué de plusieurs pièces. Et puis si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire pourquoi si tu mets des pénalités de retard trop fortes, finalement c'est toi qui risques d'en pâtir plus qu'autre chose. Alors je vais commencer par me contredire. J'ai effectivement commencé par dire que c'est un document administratif, c'est vrai, mais beaucoup trop de gens n'en restent qu'à cette définition-là du CCAP. En fait, c'est un vrai outil de pilotage. C'est lui qui régit tout. Donc, plein de fois, on le signe, mais sans lire vraiment toutes les clauses et savoir ce que ça implique. Un contrat signé n'est pas juste une signature, c'est un engagement et c'est surtout une définition des règles du jeu qui définiront justement comment ça se passe quand ça ira pas. Ou voilà, parce que parfois ça ne va pas. Alors le CCAP définit les délais, à savoir la durée globale du chantier. Mais pas seulement, il définit aussi les phases de travaux, les jalons. Chaque phase a aussi des délais spécifiques et particuliers et ils sont détaillés effectivement dans le CCAP. Il définit aussi les rôles et les responsabilités. Comme je vous l'ai dit, c'est un document entre deux parties, vous le client et l'entreprise. Mais effectivement, il est toujours bon de savoir qui fait quoi, qui coordonne, qui pilote. Et comme de toute façon, quand on aime, on ne compte pas, si on peut en plus accompagner ce CCAP d'un RACI, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le RACI qui définit justement toutes les composantes d'un projet et qui fait quoi dans le projet. Donc là, effectivement, il est beaucoup plus facile d'établir les responsabilités. Imaginez que sur un chantier, vous attendez des carreaux et que l'entreprise vous dit « Bon, j'ai commandé mes carreaux à Dubaï, mais comme c'est calé dans le bateau, ça va mettre du temps à arriver, donc c'est pour ça que le chantier va prendre 2 mois de retard. » Qui est responsable dans ce cas-là? Est-ce que c'est vous qui êtes le client qui êtes responsable et vous devez payer ce retard? Pourtant, vous avez fait une avance à l'entreprise sur la base d'un devis qui disait que vous alliez avoir des carreaux spécifiques de telle nature avec telle propriété. Le CCAP vous permet au moins de vous dire « Ah, moi, en tout cas, moi j'ai signé un document qui disait qu'en temps et en heure j'aurai mes carreaux, donc c'est à toi d'assumer ce retard. » Et on verra plus tard comment l'assumer ou pas, comment l'entreprise sera en mesure de l'assumer ou pas. Il définit aussi, point très important, les conditions financières.
C'est effectivement ce qui nous intéresse tous, hein. Si on est là, c'est aussi que les conditions financières nous parlent aussi un tout petit peu à tous. Et donc quand je parle de conditions financières, j'entends par là les modalités de paiement, le phasage des paiements. C'est effectivement très important de pouvoir savoir comment ça va se faire. Effectivement, souvent quand on fait un projet, ça se fait par tranche. Donc vous allez peut-être libérer une avance à l'entreprise de 15, de 20, de 30%, parfois de 50%. Ça dépend de la taille du projet, ça dépend de l'entreprise. Parfois on demande à l'entreprise d'avancer les travaux parce qu'on est dans un très gros projet et que l'entreprise a les épaules pour pouvoir assumer, mais c'est pas toujours le cas et encore moins dans notre environnement. Par ailleurs, il y a aussi un point que ça régit, c'est la situation des travaux. La situation des travaux, justement, c'est en fonction du phasage de règlement et c'est de pouvoir permettre de produire un document qui permet d'analyser en fonction de ce qui a été libéré à l'entreprise, qu'est-ce qui a été fait. Donc ça, c'est un travail qui est fait conjointement sous la coordination de l'architecte pour qu'on s'assure effectivement bien que le niveau d'avancement du chantier correspond bien à ce qui a été avancé. Et enfin, ça définit ce qui est retenu parce que quand on finit donc un chantier, je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo, quand on finit un chantier, il y a ce qu'on appelle la retenue sur garantie qui fait que c'est une petite somme qui est retenue, en général ça peut être 5%, qui est retenue sur le montant global des travaux pour qu'après qu'on ait fait la réception du chantier, pendant un an, l'entreprise est tenue de venir réparer, c'est-à-dire il y a une petite ampoule qui se casse, ok, tu viens réparer, il y a un joint qui a sauté, tu viens le réparer, le remplacer, etc. Et que pendant toute cette année-là, l'entreprise est tenue de venir et remplacer le matériel défectueux et que c'est seulement à l'issue de cette année-là que ces 5% lui sont dégagés. Et bien ça, c'est le CCAP qui le régit. Et puis enfin, ça régit les sanctions. Si vous êtes arrêté sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez savoir comment sanctionner les gens qui sont en retard, là, n'est-ce pas? J'ai menti. Vous avez raison, c'est comme ça. Pourquoi vous arrêtez sur cette vidéo? C'est parce que tous les chantiers sont tout le temps en retard, il y a tout le temps des imprévus, le projet est mal cadré, vous avez envoyé l'argent, vous ne comprenez pas pourquoi ça prend le temps, etc. Même moi qui suis sur place là, chaque fois je m'arrache les cheveux, je me dis mais comment ça se fait que ce gars-là est en retard? Comment ça se fait qu'il n'a pas anticipé telle ou telle chose? C'est à ça que ça sert. Donc regardez, tous les liens sont disponibles en bas, abonnez-vous, téléchargez la documentation, prenez un appel avec moi, appelez-moi pour parler du cadrage de votre projet et pouvoir faire un diagnostic qui évite au maximum et qui permet de se barricader un peu contre la non-préparation sur un projet. Mais effectivement, les sanctions sont là pour aussi avoir un levier de votre côté à impliquer contre les entreprises qui ne tiennent pas leurs engagements. Donc ceci étant dit, parlons donc de ces fameuses pénalités de retard que tout le monde attendait. Quand on signe un contrat, quand l'entreprise signe un contrat, parce que c'est pas nous, hein, nous aussi on a nos propres contrats, on a nos propres engagements vis-à-vis de vous. Là je parle juste de l'entreprise. Quand l'entreprise signe son contrat, elle s'engage effectivement sur un délai de livraison. Donc si vous savez que vous commencez le 26 mars, vous savez que livraison du chantier, je dis n'importe quoi, 1er novembre. Si effectivement le chantier n'est pas livré le 1er novembre pour X et Y raisons, parfois il y a plusieurs raisons qui sont plus ou moins légitimes, plus ou moins compréhensibles, peut-être que parfois c'est les temps de décision, peut-être que voilà, j'en parlerai plus tard, mais effectivement sur la base d'un délai qui est arrêté, on commence à calculer donc les jours de retard. Et effectivement, les pénalités de retard sont calculées sur ce qu'on appelle les jours calendaires de retard. Ça veut dire que par jour, vous pouvez définir une somme par jour de retard de combien l'entreprise va être sanctionnée. Donc si vous décidez par exemple que l'entreprise va payer 50 000 par jour de retard, vous faites le calcul sur une semaine, 50 000 x 7, parce que ça comprend aussi les jours fériés et ça comprend les week-ends, 5 x 7, ça fait 350 000, donc qui peuvent juste comme ça pour une semaine de retard. Et donc il faut imaginer ça à l'échelle de 2 semaines, de 3 semaines, d'un mois, on parle de centaines de milliers de francs CFA, voire de millions. Donc effectivement ce n'est certainement pas quelque chose à prendre à la légère et il faut tout de suite savoir si l'entreprise en face est capable de pouvoir assumer aussi ce retard-là. C'est vraiment, en fait, c'est la clé. Voilà. Donc, sachez que c'est automatique. Une fois que le contrat est signé, quand vous arrivez donc au retard et si le retard est effectivement constaté et que vous voyez que c'est de la faute de l'entreprise et que c'est confirmé par l'architecte, il n'y a pas une histoire de négociation parce que l'entreprise, en signant, s'est engagée pour dire je vais rendre ce projet dans ces délais-là. Et effectivement que si elle n'a pas de justification valable, parce que comme encore une fois ça peut arriver, mais si elle n'a pas de justification valable, la peine sera juste à appliquer. On dirait qu'on va les emmener en prison. Mais sachez que c'est déjà arrivé, je l'ai vécu sur des propres chantiers où le client a amené l'entreprise au commissariat. Les huissiers sont venus, donc dites-vous que ça n'arrive pas que dans les films. Il y a des clients effectivement qui sont procéduriers et qui ont raison, et que aussi les entreprises, si vous regardez, ça engage aussi les entreprises à respecter leurs délais et de ne pas juste signer comme ça parce qu'on veut avoir le marché. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. Donc vous les entreprises, quand on parle de retard, dites-vous bien que c'est pas du temps en plus, c'est surtout de l'argent en moins. Et donc du coup en général ça va vite. Là vous allez me demander, d'accord, ok, mais comment sont calculées ces pénalités de retard? Et vous aurez raison parce que vous êtes assidu, vous êtes intéressé.
c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et effectivement, là, je vous ai donné un chiffre arbitraire, mais sachez que ces pénalités ne sont pas calculées au hasard. Dans la plupart des projets, dans la plupart des marchés, les pénalités de retard sont calculées par rapport au montant global des travaux. Donc, par exemple, dans beaucoup de contrats, la règle peut être carrément que par jour calendaire, l'entreprise va payer 1/1000 du montant global des travaux. Donc, si votre projet fait 1 milliard, si vous avez des projets de 1 milliard, il y a les architectes ici qui sont bons, donnez-moi les projets de 1 milliard. Si votre projet fait 1 milliard, effectivement, vous allez donc payer 1/1000 par jour calendaire en tant qu'entreprise, ce qui représente 100 000 francs par mois. Donc, ça veut dire que chaque jour de retard coûte 0,1% du montant du marché, ça fait donc 100 000. Donc, 10 jours de retard égale 1 million. 20 jours de retard égale 20 millions. Donc quand vous avez l'impression que c'est 0,1% du montant, vous dites que bon, ça c'est pas l'argent, etc. Vous voyez bien que 10 jours c'est comme ça, c'est facile. Donc ça peut très vite monter. Et généralement ce qui est assez courant c'est 1/1000. Mais quand le projet est un peu plus faible, c'est 1/2000. Quand le projet est plus grand, c'est 1/500. Donc plus le ratio est élevé, plus la pénalité est lourde. Et souvent dans le meilleur des cas, ces pénalités sont plafonnées. Souvent ça atteint 5% du marché. Ou alors parfois c'est pas plafonné. Donc voilà, donc après l'entreprise aussi est en mesure de pouvoir négocier. Moi en ce moment je suis en train de négocier aussi dans un contrat où un contrat prévoit pour l'architecte des pénalités de retard. J'ai trouvé que les pénalités étaient beaucoup trop lourdes pour le montant du marché. Là, j'ai dit au client, non, excuse-moi, essaye de rééquilibrer le contrat parce que vraiment là, on a l'impression qu'on est dans un contrat face à une multinationale alors que le marché est tout rékiki. Et c'était donc un chiffre qui demandait par exemple 60 000 par retard par jour calendaire. Donc l'entreprise aussi est en mesure de pouvoir négocier pour s'assurer que c'est équilibré. Voilà aussi à quoi servent les pénalités de retard. Donc le problème, c'est qu'une fois que vous voyez ce passage là dans le contrat et que vous voyez que bon, ok, l'entreprise est tenue de payer 1/1000 par jour calendaire de retard, etc. L'entreprise signe, dit que bon, ok, un jour calendaire c'est 0,1%, ça représente quoi? Vous signez, etc. Et personne ne se pose la question. Mais quand on commence à calculer et qu'on commence à se dire que, attends, même pour finir le chantier, là, quel est mon coût de revient pour finir le chantier? Donc si en plus je paye des pénalités de retard qui se calculent par jour, qui comprend même les jours fériés, le soir, les dimanches, les samedis, etc., je vais pas m'en sortir. Donc pensez vraiment à ça. Donc le problème, parce qu'il faut pas voir vraiment cette clause des pénalités de retard comme la ceinture d'immunité qui exonère tout le monde de toutes les responsabilités. L'architecte a des responsabilités. Vous aussi en tant que client, vous avez votre propre responsabilité. Et il ne suffit pas de mettre un article définissant les pénalités de retard pour dire que bon, ok, on n'a pas de problème. S'il y a une mauvaise coordination, ça c'est plutôt de l'enjeu de l'architecte. S'il y a une mauvaise coordination, on peut avoir des retards. Si vous prenez par exemple trop de temps dans vos décisions, il peut y avoir des allers-retours. Vous pouvez revenir sur un avis qui a été donné et qui a été validé, etc. Ça peut faire des allers-retours, ça peut créer des avenants, ça peut créer des retards parce qu'on a déjà passé les commandes et il faut rembourser et il faut rédiger les contrats de l'avenant, etc. Si les délais sont trop irréalistes et que l'entreprise a vite signé son contrat parce qu'elle voulait absolument avoir le marché, il est aussi important, même si on est toujours pressé, on veut voir le truc qui sort, etc. Il vaut mieux un projet qui prend un peu plus de temps mais qui est réalisé en temps et en heure et en bonne et due forme, plutôt que quelque chose qui va vite, etc. et qu'on se retrouve à échéance, sachant qu'on a encore X mois de retard parce que c'est ça qui va faire bloquer le chantier. Et parfois, quand on est dans un chantier avec plusieurs entreprises qui travaillent, parfois même vous avez une entreprise générale qui travaille, mais vous avez aussi peut-être des techniciens, vous pouvez avoir un plombier qui est ici, un électricien qui est là, un plaquiste qui est là, etc. Et effectivement, parfois, les entreprises et souvent dépendent les unes des autres. Donc peut-être qu'une entreprise va dire, moi je n'ai pas pu installer mes carreaux, j'ai pas pu finir ma peinture parce que le gars des climatiseurs n'a pas fini d'installer ses clims. Et effectivement, s'il installe ses clims après que moi j'ai passé ma peinture et que le mur se salit, bon, on va dire que c'est ma faute. Donc c'est quand je vous parle de mauvaise coordination et de coordination, l'entreprise doit elle avoir un chef de chantier, quelqu'un qui va conduire le chantier, un conducteur de travaux, mais nous aussi de notre côté, on coordonne pour s'assurer bien que tout peut aller en musique et en harmonie. Et je vous assure que souvent c'est la cacophonie, hein. On peut avoir les bons instruments, on peut avoir la bonne baguette comme ça, etc. Chacun s'attire à balle. Non, vraiment. Donc un chantier ne dérape pas à cause du terrain. Le terrain est là. Lui, il fait seulement ce que tu lui dis. Un chantier, il dérape parce qu'il est mal cadré au départ. Donc c'est à ça aussi que l'architecte, et surtout à ça que l'architecte sert. L'architecte, il dessine bien, il sait faire de belles maisons, il sait faire de belles 3D, etc. Mais sans coordination, sans cadrage du projet, sans éducation justement à la coordination de toutes les ensembles des parties, on n'y arrivera pas. Le CCAP est vraiment une partie intégrante de tout ce cadrage, entre autres, mais il y a le RACI, il y a le planning, il y a plein de choses qui servent donc à cadrer le contrat, le programme notamment qui se fait en amont, et c'est pour ça qu'un projet se fait vraiment sur tout un processus, etc. avec le client, justement, et vous êtes partie prenante, vous n'êtes pas juste, bon, moi je veux juste mon projet clé en main, parce qu'il y a des décisions que vous devez prendre qui vous engagent et qui engagent votre projet sur le long terme aussi. Même si c'est clé en main et que vous embauchez un architecte, n'est-ce pas, et que vous embauchez un architecte, n'est-ce pas, comme
assistant à la maîtrise d'ouvrage, n'est-ce pas, ou comme maître d'œuvre et que vous voulez que vraiment votre projet est clé en main, ça vous pouvez le faire, etc. Mais quand il va falloir choisir la couleur des carreaux, même ça c'est de l'engagement. Donc si vous prenez trop de temps à le faire, et je parle des carreaux, c'est vraiment l'exemple le plus banal que je pourrais avoir, mais il y a d'autres questions, d'autres enjeux qui sont beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus critiques. Même là, il faut vraiment que vous soyez au fait et que vous ayez cette visibilité. Et donc l'architecte est là pour vous aider pour faire ça effectivement. Donc quand vous signez un contrat, s'il vous plaît, que ce soit l'entreprise, que ce soit le client, la question n'est pas de savoir est-ce que je peux construire. L'entreprise va toujours dire je peux construire. Vous, donc, vous êtes entouré de professionnels et c'est normal, vous allez dire bon, l'architecte est là, l'entreprise est là, voilà, ils peuvent construire, ils ont dit qu'ils peuvent construire, ils se sont engagés. Mais la question est surtout de savoir qu'est-ce que je suis en train de signer, en quoi ça engage les uns et les autres, en quoi ça m'engage, quels sont moi mes engagements, qu'est-ce que je dois faire de mon côté pour que le chantier puisse vraiment respecter le planning, qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour respecter le planning, quels sont les engagements que moi j'ai, quels sont les engagements des uns et des autres. Voilà ce que régit le CCAP. Et ça nous évitera à tous de payer des pénalités de retard qui dérangent tout le monde. Parce que ce avec quoi je vais conclure, c'est que pourquoi, encore une fois, je dis que le choix de l'entreprise est très important, c'est que nous, on s'est déjà retrouvé dans des cas qui étaient vraiment pas drôles du tout, où quand on fait donc cette passation de marché, parfois on a une enveloppe qui est un peu réduite, un peu modeste, etc. Et ça arrive à des gens très bien, donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais surtout, on veut donc travailler avec une entreprise qui va être la moins disante, celle qui va justement facturer le moins cher. Et quand on fait ça, même quand on signe un contrat qui prévoit des pénalités de retard, et ça nous est déjà arrivé, quand on arrive donc aux pénalités de retard, parfois cette entreprise-là, on sait comment ça se passe, va prendre l'argent sur son chantier-là que vous allez lui donner, l'argent que vous l'avez vu lui donner, c'est pour rembourser un autre fournisseur sur un autre chantier ou pour payer les tôles d'un autre chantier, etc. Et ils vont se dire que de toute façon, ça va faire un cercle vertueux et que l'argent va revenir. Ça ne se passe jamais comme ça. Vous avez entendu, jamais ça ne se passe comme ça. Donc quand tu donnes l'argent à quelqu'un qui est déjà en retard, il va aller financer son autre chantier, c'est ton chantier qui va souffrir. Et dans ce cas-là, effectivement, même si tu appliques les pénalités de retard, tu vas te retrouver face à une entreprise qui va juste déclarer son incapacité à finir le chantier. Sinon, elle va juste t'inviter à supporter. Dire que bon, c'est bon comme ça là-bas. Vraiment, moi, je ne peux pas parce que le gars est parti avec la voiture, il avait deuil. Non, les tôles, le plaquiste n'était pas là. Bon, le peintre est là. Non, le peintre est là, il travaille. Regarde, bon, les gens qui sont au chantier, j'avais dit qu'il y avait 20 personnes sur le chantier. Bon, là, il est seul aujourd'hui. Bon, il travaille quand même, non? On fait alors comment? D'ailleurs, tu peux me payer, tu peux me solder la fin du chantier comme ça. Voilà. Ça, c'est la réalité. C'est pas comme si c'est la réalité. Donc, excusez-moi de vous chauffer un peu aujourd'hui, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, voilà. Donc, si vous avez appris des choses aujourd'hui, si vous avez aimé partager ce contenu, likez, abonnez-vous, continuez à commenter. Ça me fait très plaisir. Ça permet à la chaîne de grandir, de se développer. La semaine dernière, quelqu'un m'a dit effectivement que oui, de toute façon, il faut que j'avoue que moi, je suis seulement là pour travailler pour les riches, les architectes sont seulement là pour s'adresser aux riches. Je ne sais pas si c'est exactement vrai ou si c'est exactement faux, mais on est justement là pour accompagner les gens qui veulent construire. On est dans un marché où effectivement l'architecture a un coût, ça coûte quelque chose de construire et parfois on dépense beaucoup d'argent dans des choses qu'on pourrait éviter si juste les projets étaient mieux cadrés. Moi, c'est tout ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. Je ne suis pas magicien, mais voilà, ça concerne. En tout cas, sur Archibarlou, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, ici on fait ce qu'on a à faire. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.